il existe un mystère qui me poursuit depuis des années. Et plus j'enquête, plus les pièces du puzzle ne s'assemblent tout simplement pas. En mai 1912, au cœur du Wisconsin, aux États-Unis, on a découvert quelque chose qui aurait dû réécrire notre compréhension de l'histoire humaine. Mais cela ne s'est pas produit. Et la question qui me tourmente est simple. Qu'est-ce qui pousserait une institution respectée à prétendument détruire des preuves? Ce n'est pas une théorie du complot vide de sens. C'est une enquête sur un mystère documenté par des sources fiables de l'époque, qui s'est transformée d'une manière ou d'une autre en la légende urbaine la plus controversée de l'archéologie moderne. Laissez-moi vous montrer les vraies profondeurs de ce puits sans fond. Et je vous préviens dès maintenant, ce que vous allez découvrir va défier tout ce que vous pensez savoir sur la façon dont les récits historiques sont construits et contrôlés. Car cette histoire ne concerne pas seulement ce qui a été trouvé. Elle concerne ce qui s'est passé ensuite, le 3 mai 1912. Lake Delavan, au sud-ouest du Wisconsin. Ferme Lake Lawn. Deux frères, les frères Peterson, menaient une fouille archéologique de routine. Mais ce qu'ils ont déterré ce jour-là n'avait absolument rien de routinier. 18 squelettes, tous avec des caractéristiques anatomiques extraordinaires. Les mesures enregistrées à l'époque indiquaient des tailles comprises entre 2,30 m et 3 mètres. Des crânes décrits comme beaucoup plus grands que n'importe quelle race habitant l'Amérique à cette époque. Des structures osseuses qui défiaient les classifications anthropologiques connues. Et voici le détail crucial qui sépare ce cas de centaines d'autres allégations sensationnalistes. Cette découverte n'a pas été documentée par des chasseurs de mystères ou des amateurs de théories alternatives. Elle a été supervisée par le Bellwether College, une institution académique respectable. Elle a été rapportée par le New York Times le 4 mai 1912, un jour seulement après la découverte. L'article n'était pas une obscure note de bas de page. C'était un reportage détaillé, avec des spécifications précises, les noms des découvreurs et une implication institutionnelle documentée. Pensez-y un instant. Nous parlons d'un journal qui, même en 1912, avait déjà des normes de vérification rigoureuses. Une université supervisant l'excavation, des découvreurs identifiés par leur nom, des dates précises, une localisation exacte, des mesures enregistrées. Tous les éléments d'une découverte archéologique légitime étaient présents. Alors, pourquoi cela ressemble-t-il à une théorie du complot aujourd'hui? Que s'est-il passé entre ce jour de mai au Wisconsin et le récit moderne qui a transformé cette découverte documentée en quelque chose qui semble appartenir au domaine de la fiction? Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Parce que lorsque vous commencez à retracer ce qui est arrivé à ces preuves, vous ne trouvez pas d'explications scientifiques détaillées. Vous ne trouvez pas d'analyses publiées dans des revues universitaires. Vous ne trouvez pas les squelettes dans des musées avec des plaques expliquant leur importance. Ce que vous trouvez, c'est le silence. Un silence institutionnel si profond qu'il semble presque délibéré. Les frères Peterson n'étaient pas des aventuriers amateurs. Ils menaient une fouille formelle, sous supervision académique. Le Bellwether College n'était pas une institution marginale. C'était et c'est toujours une faculté respectée, avec un département d'archéologie accrédité. Le New York Times ne publierait pas un reportage détaillé sur une découverte complètement fabriquée. Il y avait des réputations en jeu, des carrières académiques, une crédibilité institutionnelle. Et pourtant, des décennies plus tard, quand vous cherchez ces preuves, elles n'existent tout simplement plus. Maintenant, je sais ce que vous pouvez vous dire. Peut-être s'agissait-il d'une erreur de mesure. Peut-être que les os étaient ceux d'animaux et ont été mal identifiés. Peut-être que la technologie de l'époque n'était pas assez sophistiquée pour faire des déterminations précises. Ce sont toutes des explications rationnelles et plausibles, et je vais explorer chacune d'elles en détail. Mais voici le problème. Ces explications ne répondent pas à la question la plus troublante. S'il s'agissait d'une erreur honnête, pourquoi n'y a-t-il aucun registre de correction? Pourquoi n'y a-t-il pas de déclaration officielle du Bellwether College expliquant l'erreur? Pourquoi le New York Times n'a-t-il jamais publié de rétractation ou de clarification? Le schéma qui émerge est le suivant. Une découverte largement documentée, suivie d'un silence institutionnel, suivie de la disparition complète des preuves matérielles. Et quand vous réalisez que Lake Delavan n'était pas un cas isolé, la question change. On ne se demande plus si c'était une erreur, mais s'il existe un schéma systématique. Parce que voici ce que personne ne vous dit ouvertement. Entre 1850 et 1930, des centaines de découvertes similaires ont été rapportées à travers l'Amérique du Nord. Je n'exagère pas quand je dis des centaines. Des journaux locaux dans l'Ohio,
le Minnesota, la Pennsylvanie, le Tennessee. Tous documentant des fouilles de tertres indigènes qui contenaient soi-disant des restes squelettiques d'une taille extraordinaire. Beaucoup de ces découvertes avaient également une implication académique. Des universités menant les fouilles, des mesures enregistrées, des photographies dans certains cas. Et le schéma se répète avec une cohérence troublante. Découverte initiale documentée. Implication d'une institution respectée. Et ensuite, rien. Les preuves disparaissent. Les registres deviennent silencieux. Et des décennies plus tard, lorsque des chercheurs tentent de retracer ce qui s'est passé, ils ne trouvent que des fragments d'informations, de vieux articles de journaux jaunis, mais aucune preuve physique, aucun os dans les musées, aucune analyse scientifique publiée, aucune explication officielle satisfaisante. Maintenant, si cela n'arrivait qu'une fois, vous pourriez parler de coïncidence. Si cela arrivait 2 fois, vous pourriez parler d'une erreur systématique d'une ère pré-scientifique. Mais quand cela se produit des dizaines et des dizaines de fois, avec le même résultat, vous devez vous poser la question, est-ce vraiment une coïncidence? Ou se passe-t-il autre chose ici? Et c'est là que les récits divergent radicalement. L'archéologie conventionnelle dira que ces découvertes étaient le résultat d'erreurs de mesure, de fraudes délibérées ou d'une mauvaise identification d'ossements de mégafaune. Que la période entre 1850 et 1930 était une époque d'archéologie non standardisée, où les méthodes scientifiques rigoureuses n'étaient pas encore établies. Qu'il n'y a pas de mystère ici, juste la correction naturelle des erreurs historiques grâce au progrès scientifique. La communauté de l'histoire alternative, en revanche, suggère quelque chose de bien plus sinistre. Qu'il y avait une campagne systématique pour supprimer les preuves qui ne cadraient pas avec le récit accepté de l'origine et de la migration humaine dans les Amériques. Que des institutions puissantes avaient intérêt à maintenir une version spécifique de l'histoire et ont délibérément détruit les preuves qui la contredisaient. Et au centre de ces allégations se trouve une institution en particulier, la Smithsonian Institution. Et c'est là que je dois être brutalement honnête avec vous. Parce que cette enquête m'a forcé à affronter une vérité inconfortable. Mon instinct a toujours été de remettre en question les récits officiels. J'ai toujours été sceptique vis-à-vis des institutions de pouvoir et de leur version contrôlée de la vérité. Et quand vous voyez un schéma de découverte documenté suivi d'un silence institutionnel, il est extrêmement tentant de conclure qu'une suppression délibérée est en cours. Mais voici une chose à propos d'une remise en question sincère. Elle doit s'appliquer également à tous les récits, y compris ceux qui confirment vos biais existants. Et ce que j'ai découvert en enquêtant sur cette histoire, c'est que la vérité est nettement plus complexe que ce que l'un ou l'autre camp veut bien admettre. Il y a de vraies preuves ici. Il y a de véritables mystères sans réponse satisfaisante. Mais il y a aussi des couches de désinformation modernes qui ont été construites sur l'histoire originale, transformant un mystère archéologique légitime en quelque chose de presque impossible à analyser objectivement. La découverte du lac de Lavant a bien eu lieu. C'est un fait documenté. Le New York Times n'a pas inventé son reportage. Le Bellwood College a réellement supervisé les fouilles. Les frères Peterson ont vraiment déterré quelque chose ce jour de mai dans le Wisconsin. Ce sont des ancrages factuels qui ne peuvent être ignorés. Mais voici ce qui est aussi vrai. L'allégation moderne la plus virale sur cette histoire, selon laquelle la Smithsonian a délibérément brûlé des preuves de squelettes géants, est manifestement fausse. Et remonter à l'origine de cette affirmation spécifique va révéler quelque chose de fascinant sur la façon dont les mythes modernes se construisent sur les fondations de véritables mystères historiques. Alors, où cela nous laisse-t-il? Avec une véritable découverte en 1912, avec un schéma documenté de découvertes similaires sur 80 ans, avec un silence institutionnel qui semble, pour le moins, suspect, et avec des allégations modernes de destruction de preuves qui doivent être examinées de manière critique. Le lac de Lavant n'était pas un cas isolé. De 1850 à 1930, des centaines de découvertes similaires ont été rapportées dans toute l'Amérique du Nord. Des tumulus dans l'Ohio, des sites dans le Minnesota, des fouilles en Pennsylvanie, tous signalant des squelettes d'une taille extraordinaire, tous impliquant des institutions respectables, et tous suivant le même schéma, découverte documentée, suivie de la disparition des preuves. Mais il y a un schéma dans ce qui s'est passé ensuite. Et ce schéma mène directement à l'une des institutions scientifiques les plus respectées d'Amérique. Une institution qui, vers 1910, était devenue l'autorité principale en matière d'archéologie américaine. Une institution qui avait les ressources,
l'accès et, comme certains le soutiennent, l'agenda pour contrôler comment l'histoire américaine serait racontée. Et c'est vers cette institution que nous devons nous tourner maintenant si nous voulons comprendre ce qui est vraiment arrivé aux preuves du lac de Lavant et à des centaines de découvertes similaires. Laissez-moi vous montrer le schéma que j'ai découvert en remontant aux sources originales. Quand j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, je m'attendais à trouver 1 ou 2 découvertes similaires. Peut-être 3. Ce que j'ai trouvé m'a forcé à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur l'archéologie américaine du début du XXe siècle. De 1850 à 1930, des centaines de rapports similaires ont été documentés dans toute l'Amérique du Nord. Et quand je dis des centaines, je n'exagère pas. Je parle de documentation dans des journaux locaux, des catalogues de musées, des registres d'expéditions. Tous rapportant la même chose, des squelettes d'une taille extraordinaire. La vallée de l'Ohio, le Wisconsin, le Minnesota, la Pennsylvanie. Le schéma géographique est impossible à ignorer. En 1883, le journal local de Moundsville, dans l'Ohio, avait rapporté la découverte de squelettes mesurant entre 2,50 m et 3 m de hauteur. Les fouilles ont été menées par la West Virginia Historical Society, une institution respectable, une documentation contemporaine. Et après, silence. Les preuves ont disparu des registres. 1888, Warren, Minnesota. Pendant la construction d'un chemin de fer, des ouvriers ont découvert un tumulus contenant 7 squelettes. Le rapport officiel a décrit des crânes beaucoup plus grands que n'importe quelle race connue en Amérique. L'université locale a envoyé des chercheurs. Ils ont collecté des échantillons. Ils ont promis une analyse complète. Les résultats n'ont jamais été publiés. Les échantillons n'ont jamais été revus. 1897. Maple Creek, Wisconsin. À seulement 50 km du lac de Lavant. 18 squelettes exhumés d'un ancien tumulus. Détail signalé entre 2,30 m et 3 m. Et voici le détail qui me fait douter. Même région, même description physique, même schéma de disparition. 15 ans avant la découverte des frères Peterson. Et puis, en 1912, lac de Lavant. Les frères Peterson. Bellwood College. The New York Times. Tout est documenté, tout est crédible. Et tout suit exactement le même schéma que les découvertes précédentes. Ce qui me tourmente, ce n'est pas de savoir si ces squelettes ont existé. La documentation de l'époque prouve que quelque chose a été trouvé. Ce qui me tourmente, c'est ce qui s'est passé ensuite. Car le schéma est trop cohérent pour être une coïncidence. Découverte documentée. Implication académique. Promesse d'analyse. Et puis, rien. Les preuves disparaissent simplement des archives historiques. Comme si elles n'avaient jamais existé. Laissez-moi être plus précis sur ce schéma. En 1891, le catalogue de la Smithsonian Institution répertoriait des dizaines d'acquisitions de squelettes provenant de tumulus américains. Des tailles variant de 2,40 m à 3 m. Des crânes aux caractéristiques inhabituelles. Tous les échantillons catalogués avec des numéros d'enregistrement. Et puis, en 1934, lorsque des chercheurs ont tenté de localiser ces mêmes échantillons pour une nouvelle analyse, les registres indiquaient qu'ils avaient été perdus ou jetés lors d'une réorganisation. Perdus. Tous. En même temps. Et c'est là que l'enquête devient vraiment préoccupante. Parce que je ne parle pas d'1 ou 2 échantillons. Je parle de dizaines de squelettes documentés, catalogués, puis mystérieusement retirés des registres institutionnels. Ce schéma ne concerne pas seulement les découvertes. Il concerne ceux qui collectèrent les preuves. Toutes les découvertes entre 1880 et 1920 avaient quelque chose en commun. Une implication universitaire ou institutionnelle. West Virginia Historical Society, Université du Minnesota, Bellwood College, et, dans la grande majorité des cas, les échantillons étaient envoyés à une institution centrale, une institution qui, vers 1910, était devenue l'autorité principale en archéologie américaine. Une institution avec les ressources pour collecter des preuves dans tout le pays, avec la crédibilité pour déterminer ce qui était réel et ce qui était une fraude, avec le pouvoir de décider quelles découvertes méritèrent d'être préservées et lesquelles pouvaient être rejetées. Mais il y a un autre élément dans ce schéma que je dois mentionner. Et c'est là que la frontière entre documentation historique et théorie du complot commence à devenir floue. Entre 1880 et 1920, l'archéologie américaine était profondément entremêlée avec des théories raciales.
L'idée des Mound Builders, une race supérieure et mystérieuse qui a précédé les Amérindiens, était largement acceptée dans les cercles académiques. Et ces découvertes de squelettes géants étaient souvent utilisées comme preuve de cette théorie. Mais alors, quelque chose a changé. Vers 1910, le consensus académique a commencé à évoluer. La théorie des Mound Builders a été officiellement rejetée. Les institutions scientifiques ont déclaré que les tumulus avaient été construits par les ancêtres des Amérindiens modernes. Et toute preuve contredisant ce nouveau récit officiel a commencé à être systématiquement écartée. Coïncidence? Peut-être. Mais le timing est difficile à ignorer. Les découvertes de squelettes géants ne se sont pas arrêtées en 1910. Elles ont continué d'être signalées. Mais quelque chose de fondamental a changé. Désormais, chaque fois qu'une découverte était faite, une réponse officielle apparaissait rapidement. Ce n'est pas réel. C'est une mesure incorrecte. C'est une fraude. C'est une identification erronée d'ossements d'animaux. Et dans chaque cas, l'institution fournissant cette réponse officielle était la même. 1923. Kentucky. Des fermiers ont découvert un squelette mesurant plus de 2,70 m dans une grotte. Les journaux locaux l'ont rapporté. Des chercheurs de l'université locale l'ont confirmé. Et puis, en quelques semaines, la Smithsonian Institution a publié un communiqué officiel. Mesure incorrecte due à des techniques non standardisées. Preuve non fiable. Affaire classée. Les échantillons ont été demandés par la Smithsonian pour une analyse plus approfondie. Ils n'ont jamais été rendus. Ils ne sont jamais apparus dans le catalogue institutionnel. C'est le schéma. Et il se répète des dizaines de fois. Découverte locale. Documentation contemporaine. Implication institutionnelle. Réponse officielle de discrédit. Échantillon demandé pour analyse. Et puis, silence permanent. Maintenant, avant de continuer, je dois être honnête à propos de quelque chose. Les théories du complot entourant ces découvertes affirment qu'il y a eu une campagne délibérée et coordonnée pour détruire les preuves. Que la Smithsonian a brûlé des squelettes géants pour protéger un récit historique accepté. Ces affirmations sont extraordinairement sérieuses. Et voici la vérité que j'ai découverte. Le récit moderne selon lequel la Smithsonian a brûlé des preuves tire son origine d'un article satirique de 2014. Nous explorerons cela plus tard. Mais le schéma historique que je décris maintenant, celui-là est réel, documenté, vérifiable dans les archives de l'époque. La question n'est pas de savoir si la Smithsonian a littéralement brûlé des preuves. La question est, pourquoi tant de découvertes documentées ont-elles disparu des registres après une implication institutionnelle? Et pourquoi était-ce toujours la même institution qui était impliquée? Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Et celui-ci est particulièrement révélateur. 1906. L'île Santa Catalina, au large de la Californie. Des archéologues ont découvert des restes humains dont la taille était estimée à plus de 2,40 m. La découverte a été supervisée par Ralph Glidden, un archéologue respecté de l'époque. Il a photographié les découvertes, documenté les mesures, envoyé des rapports détaillés. Et puis, les échantillons ont été réclamés par la Smithsonian Institution. Glidden a d'abord refusé, voulant terminer sa propre analyse en premier. Mais la pression institutionnelle était intense. Finalement, il a cédé. Les échantillons ont été envoyés à Washington. Des années plus tard, lorsque Glidden a tenté de localiser ses propres échantillons pour la publication de ses recherches, on l'a informé que les registres ne montraient aucune acquisition à son nom. Les échantillons avaient tout simplement disparu du système. Glidden a passé les dernières années de sa carrière à essayer de prouver que les échantillons existaient. Il avait des photographies. Il avait une correspondance officielle. Il avait des témoins. Mais sans les échantillons physiques, ses recherches ont été considérées comme invérifiables. Sa réputation en a souffert. Et ses découvertes ont été reléguées aux marges de l'archéologie, qualifiées de « affirmations non prouvées ». C'est ce schéma qui me force à poser des questions difficiles. Et c'est là que nous devons regarder de plus près. Car vers 1910, la Smithsonian Institution n'était pas juste un musée de plus. Elle était devenue l'autorité suprême sur ce qui constituait la véritable histoire américaine. Ils avaient les ressources. Ils avaient l'accès aux sites archéologiques dans tout le pays. Ils avaient la crédibilité pour déterminer ce qui était préservé et ce qui était écarté. Et, comme certains le soutiennent, ils avaient un programme spécifique sur la façon dont l'histoire américaine devait être racontée. En 1934, un anthropologue physique de la Smithsonian, nommé Aleš Hrdlička,
a publié une analyse complète discréditant toutes les allégations de race de géants en Amérique du Nord. Son travail est devenu la position officielle de l'institution. Et à partir de ce moment-là, toute découverte de squelettes de taille inhabituelle a été automatiquement classée comme erreur de mesure, fraude ou identification erronée. Hrdlička ne supprimait pas les preuves. Il enquêtait et rejetait ce qu'il considérait comme de la pseudoscience. Mais pour ceux qui avaient fait les découvertes originales, pour ceux qui avaient vu les preuves de leurs propres yeux, ce rejet institutionnel ressemblait moins à de la science et plus à de l'effacement. Et c'est ici que nous arrivons au cœur du problème. La frontière entre scepticisme scientifique légitime et suppression institutionnelle peut être très mince, surtout lorsque l'institution qui contrôle le récit contrôle également l'accès aux preuves physiques. Le schéma est très cohérent. De nombreuses découvertes, de nombreuses disparitions, toujours la même institution impliquée. Et toujours le même résultat, les preuves disparaissent, et il ne nous reste que des questions. Alors, qu'est-il vraiment arrivé au squelette de Lake Delavan? Qu'est-il arrivé aux dizaines de découvertes similaires à travers le pays? Et pourquoi une institution scientifique respectable serait-elle impliquée dans la disparition systématique de preuves archéologiques? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre quelque chose de fondamental à propos de la Smithsonian Institution. Pas seulement ce qu'il faisait, mais le pouvoir qu'il détenait. Et, comme certains l'avancent, l'agenda qu'il suivait. Car vers 1910, la Smithsonian était devenue bien plus qu'un musée. Elle était devenue la gardienne de l'histoire américaine, l'institution ultime qui décidait de ce qui était réel et de ce qui ne l'était pas. Ce qui méritait d'être préservé et ce qui pouvait être jeté. Ce que le public américain devait croire sur son propre passé. Ils avaient les ressources, ils avaient l'accès, et ils avaient l'autorité pour contrôler comment l'histoire américaine serait racontée. Et c'est vers cette institution, et son rôle dans la disparition de ces preuves, que nous devons nous tourner ensuite. Car quand on contrôle les preuves, on contrôle l'histoire. Et quand on contrôle l'histoire, on a le pouvoir de décider ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui mérite d'être préservé et ce qui peut être écarté. Ce que le public doit croire et ce qui doit être oublié. Mais voici la question que nous devons comprendre. Que signifie vraiment le rejet de preuves par une institution puissante? Est-ce de la suppression? Ou est-ce simplement la science qui fait son travail? Car cette distinction est fondamentale. Et c'est là que l'histoire des squelettes géants devient beaucoup plus compliquée que la plupart des gens ne l'imaginent. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé. En 1934, un anthropologue physique de la Smithsonian, nommé Aleš Hrdlička, a publié une analyse détaillée des allégations de squelettes géants qui circulaient depuis des décennies. Il ne s'est pas contenté d'ignorer les découvertes. Il a enquêté activement. Il a examiné les rapports, analysé les mesures, étudié les méthodes utilisées lors des fouilles. Et sa conclusion était claire, il n'y avait aucune preuve fiable d'une race de géants en Amérique du Nord. Maintenant, c'est une conclusion scientifique documentée. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un fait historique. Mais c'est là que la perception commence à diverger de la réalité. Pour la communauté scientifique, l'analyse de Hrdlička représentait le consensus académique. Les allégations de géants avaient été examinées et rejetées car elles ne répondaient pas aux normes de preuve de l'époque. Les mesures étaient incohérentes. Les méthodologies étaient discutables. Et beaucoup de rapports provenaient de sources non vérifiées. C'était la science fonctionnant comme elle le devait. Testant des hypothèses, exigeant des preuves reproductibles, rejetant les affirmations qui ne résistèrent pas à l'examen. Mais pour ceux qui croyaient aux découvertes, ce rejet est apparu très différent. Cela ressemblait à de l'effacement. Imaginez que vous êtes un archéologue local en 1912. Vous faites une découverte remarquable. Des squelettes d'une taille inhabituelle. Vous prenez des mesures minutieuses. Vous documentez tout. Vous en informez les journaux locaux. Peut-être même envoyez-vous vos découvertes au Smithsonian. Et puis, rien. Votre découverte est rejetée, non publiée, absente des registres officiels. À toutes fins utiles, c'est comme si cela n'était jamais arrivé. Vous y voyez de la suppression. L'institution y voit un manque de rigueur scientifique. Et voici la vérité qui dérange. Les deux peuvent avoir raison en même temps. Le Smithsonian avait des normes qui, au début du XXe siècle, étaient en train d'être établies alors que l'archéologie se professionnalisait. Ils exigeaient des méthodologies spécifiques, une documentation détaillée, des preuves pouvant être vérifiées de manière indépendante. Bon nombre de découvertes de squelettes géants ne répondaient pas à ces normes. Les mesures étaient souvent imprécises.
Les contextes archéologiques n'étaient pas documentés de manière adéquate. Et dans certains cas, les allégations étaient tout simplement frauduleuses. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes la seule institution habilitée à valider les découvertes, votre rejet ne semble pas neutre, il ressemble à du contrôle. Et c'est là que nous commençons à voir le schéma qui a alimenté des décennies de théories alternatives. Une découverte est faite, elle est signalée, elle est envoyée au Smithsonian, elle est rejetée ou archivée. La preuve disparaît. Pour les croyants, ce n'était pas de la rigueur scientifique, c'était un agenda politique en action. Et c'est ici qu'il faut être honnête sur le contexte historique. Au début du XXe siècle, l'archéologie américaine était profondément impliquée dans des débats sur la race, l'évolution et les origines des peuples autochtones. Il existait des théories prédominantes sur ce qu'on appelait les bâtisseurs de tumulus, l'idée qu'une civilisation avancée, antérieure aux peuples autochtones, avait existé en Amérique du Nord. Ces théories étaient souvent utilisées pour justifier des récits colonialistes. L'idée que les peuples autochtones n'étaient pas les habitants d'origine, qu'ils n'étaient pas capables de construire les structures complexes trouvées à travers le continent. Le Smithsonian, par le biais de son bureau d'ethnologie américaine, a travaillé activement pour démanteler ces théories, pour établir que les peuples autochtones étaient bel et bien les bâtisseurs de ces tumulus, qu'il n'y avait nul besoin d'une mystérieuse race antérieure pour expliquer ces réalisations. C'était une position scientifiquement correcte. Mais c'était aussi une position politiquement chargée. Et les allégations de squelettes géants étaient entremêlées avec ces théories des bâtisseurs de tumulus. Alors, quand le Smithsonian rejetait les allégations de géants, faisait-il de la science? Ou protégeait-il un récit? La réponse est probablement les deux. Ils rejetèrent des allégations qui ne répondaient pas aux normes scientifiques. Mais ces normes servaient aussi commodément à écarter des preuves qui auraient pu compliquer le récit établi sur l'histoire américaine. Et c'est là que la perception de suppression se solidifie. Car lorsque vous voyez une institution puissante rejeter systématiquement un type spécifique de découverte, décennie après décennie, vous commencez à vous demander, protège-t-il la vérité scientifique? Ou protège-t-il un récit? Et voici la partie que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous pouvez remettre en question l'institution et avoir tout de même tort sur les faits. Le Smithsonian ne brûlait pas de preuves. Il ne détruisait pas de squelettes. Il ne menait pas une conspiration élaborée pour cacher une race de géants. Mais il contrôlait le récit sur ce qui comptait comme preuve légitime. Et ce faisant, il a écarté des découvertes qui, vues de l'extérieur, semblaient insubstantielles. Pour la communauté alternative, ce rejet ne concernait pas les normes scientifiques. Il s'agissait de pouvoir, de qui décide ce qui est réel, de qui a l'autorité pour raconter l'histoire de l'Amérique. Et cette perception persiste encore aujourd'hui. Mais c'est là que l'histoire moderne devient encore plus compliquée. Car pendant des décennies, le récit selon lequel le Smithsonian a supprimé des preuves a vécu principalement dans les cercles d'histoire alternative. Livres autopubliés, petits forums sur Internet, documentaires de niche. C'était une croyance, une théorie, une interprétation contestée d'événements historiques. Et puis, en 2014, quelque chose s'est produit qui a transformé cette croyance en fait viral. Un article a été publié en ligne avec un titre fracassant. Le Smithsonian admet la destruction de milliers de squelettes humains géants au début des années 1900. L'article prétendait que le Smithsonian avait enfin avoué qu'un procès avait forcé l'institution à admettre qu'elle avait détruit des preuves, qu'ils avaient brûlé les squelettes pour cacher la vérité. L'article a explosé, partagé des milliers de fois sur Facebook, cité dans des vidéos YouTube, référencé sur des blogs et des podcasts comme la preuve définitive de la dissimulation. Enfin, la vérité avait éclaté. La conspiration était confirmée. Le Smithsonian avait admis sa culpabilité. Il n'y avait qu'un seul problème. L'article provenait d'un site satirique, une publication fictive, comme The Onion, conçue pour créer des histoires fabriquées qui semblaient réelles, mais qui étaient entièrement inventées. Et des millions de personnes y ont cru. Alors, qu'est-ce qui a vraiment brûlé? Les preuves. Ou la crédibilité de ceux qui y croyaient? Car voici la couche de complexité qui rend cette histoire fascinante. La découverte du lac de Lavane en 1912, documentée, réelle, rapportée par le New York Times. Le schéma de découvertes similaires à travers le pays, également documenté. Des dizaines de rapports de journaux locaux, de registres de musées, de journaux d'expédition. La réponse institutionnelle de la Smithsonian via Aleš Hrdlička en 1934, également documentée. Un rejet scientifique des allégations concernant les géants.
Mais l'histoire selon laquelle la Smithsonian a brûlé des preuves, cela vient d'un article satirique de 2014. Nous avons donc des couches de vérité et de fiction si intimement entrelacées que les séparer exige un travail d'investigation minutieux. Et la plupart des gens ne font pas ce travail. Ils voient sur le titre. Ils confirment ce qu'ils soupçonnèrent déjà. Et ils partagent. C'est ainsi que la désinformation se propage. Pas par des mensonges flagrants, mais par des demi-vérités qui résonnent avec nos soupçons existants envers les institutions puissantes. Et voici la question la plus profonde. Pourquoi ce récit résonne-t-il si fort? Pourquoi des millions de personnes sont-elles si prêtes à croire que la Smithsonian détruirait des preuves? C'est parce que, au fond, nous savons que les institutions puissantes ne disent pas toujours la vérité, que parfois la science est influencée par la politique, que parfois les récits officiels existent pour protéger des intérêts établis. Nous n'avons pas tort de nous méfier, mais la méfiance n'est pas une preuve. Et c'est cette distinction entre scepticisme sain et pensée conspirationniste que nous devons apprendre à naviguer. Car au cours des 100 dernières années, depuis la découverte du lac de Lavant, quelque chose de fondamental a changé. Ce ne sont pas seulement les faits qui sont débattus, c'est la nature même de la vérité. Qui décide de ce qui est réel? Comment savoir à qui faire confiance? Que faisons-nous lorsque les institutions censées préserver la vérité semblent contrôler le récit? Ce sont des questions légitimes. Mais voici ce que j'ai appris en enquêtant sur cette histoire. Poser les bonnes questions n'est que le début. Vous devez aussi être prêt à accepter des réponses qui compliquent votre vision du monde. Car la vérité sur les squelettes du lac de Lavant n'est pas simple. Ce n'est pas que des géants existaient et que cela a été étouffé. Mais ce n'est pas non plus que tout était une fraude et que les gens étaient stupides d'y croire. La vérité est plus subtile, plus complexe et, franchement, plus intéressante. Mais pour comprendre pleinement ce qui s'est passé, nous devons examiner la couche finale de cette histoire. La couche qui transforme tout ce que nous pensions savoir. Pendant des décennies, le récit selon lequel la Smithsonian a détruit des preuves a vécu dans les cercles d'histoire alternative. Il était contesté, oui, mais il restait au sein de communautés spécifiques. Puis est arrivé 2014, et un article satirique, et des millions de partages. Et soudain, une croyance est devenue un fait viral. Mais voici ce que ce moment nous montre vraiment. Il ne s'agit pas de savoir si les géants ont existé. Il s'agit de comprendre comment fonctionne la désinformation moderne, comment les récits sont construits, et pourquoi, en 2026, il est plus difficile que jamais de séparer la vérité de la fiction. Car si un article satirique peut convaincre des millions de personnes que la Smithsonian a avoué avoir détruit des preuves, si une véritable découverte de 1912 peut être entrelacée avec une fiction de 2014 si parfaitement que les gens ne peuvent pas distinguer où l'une finit et où l'autre commence. Alors, que croyons-nous d'autre qui ne s'est jamais produit? Car l'histoire des squelettes géants ne concerne pas seulement le passé. Elle concerne la façon dont nous consommons l'information aujourd'hui. Et pourquoi, à une époque d'accès illimité à l'information, nous sommes plus confus que jamais sur ce qui est réel. Et c'est vers cette couche moderne, où la satire devient vérité, où la confirmation l'emporte sur la vérification, où la viralité compte plus que les faits, que nous devons regarder maintenant. Car en décembre 2014, quelque chose a changé. Un article est apparu en ligne. Le titre était dévastateur. La Smithsonian admet avoir détruit des milliers de squelettes géants au début des années 1900. L'article était précis. Il citait une procédure judiciaire. Il nommait des anthropologues de la Smithsonian. Il décrivait comment l'institution avait détruit des milliers de squelettes humains géants pour protéger le récit dominant sur l'évolution américaine. Et le plus important, il contenait exactement ce que les gens voulaient entendre. En quelques semaines, l'article était devenu viral. Facebook, Reddit, forums d'histoire alternative, des vidéos YouTube avec des millions de vues, toutes citant cette preuve définitive que la Smithsonian avait détruit des preuves. Enfin, disaient les croyants, nous avions l'aveu, la confession, la confirmation de décennies de soupçons. Il n'y avait qu'un seul problème. L'article était une satire. La source, World News Daily Report, un site satirique, comme The Onion ou le Gorafi, qui publie des histoires fictives conçues pour ressembler à de vraies nouvelles. Il n'y a eu aucun procès, aucun aveu de la Smithsonian, aucun des anthropologues nommés n'existait réellement. Chaque citation, inventée, chaque détail, fabriqué, chaque
Fait? Une fiction délibérée. Et voici la question qui devrait nous hanter. Comment une satire évidente est-elle devenue une vérité acceptée par des millions de personnes? Laissez-moi vous montrer comment elle a été construite. L'article utilisait des techniques spécifiques de crédibilité artificielle. Des citations de personnes aux titres impressionnants. Des dates précises. Des noms d'institutions réelles mélangés à des détails fictifs. Un langage juridique formel. Tout était conçu pour paraître légitime lors d'une lecture rapide. Il n'y avait aucun lien vers des sources. Aucun document judiciaire. Aucune confirmation externe d'aucune sorte. Mais cela n'avait pas d'importance. Parce que l'article touchait à quelque chose de plus profond que les faits. Il touchait aux croyances. Biais de confirmation. Si vous croyez déjà que les institutions dissimulent la vérité, cet article n'était pas une preuve à vérifier, mais une validation à partager. Chaque partage sur Facebook renforçait la perception de légitimité. Tu vois, je savais que quelque chose clochait. Cascade de disponibilité. Plus vous voyez l'article cité, plus il vous devenait familier. Et la familiarité est interprétée par le cerveau comme une vérité. J'ai vu ça plusieurs fois, ça doit être vrai. Raisonnement motivé. Lorsque les preuves s'alignent avec ce que nous voulons croire, le cerveau réduit considérablement sa vérification critique. Non pas parce que nous sommes stupides, mais parce que nous sommes humains. Et voici ce que la recherche sur la désinformation nous montre. Les corrections fonctionnent rarement. Lorsqu'une personne a déjà internalisé une fausse information comme étant vraie, présenter des faits contradictoires renforce souvent la croyance initiale. C'est ce qu'on appelle l'effet retour de flamme. Le mal était donc fait. Aujourd'hui encore, en 2026, vous pouvez trouver des centaines de vidéos, d'articles et de posts citant cet article satirique de 2014 comme preuve que la Smithsonian a détruit des squelettes de géants. Le récit a échappé à tout contrôle. La fiction est devenue l'histoire acceptée dans des communautés entières. Et c'est ici que nous devons faire une pause. Car je pourrais simplement dire « Regardez, tout est faux. Vous avez été trompé » et clore l'enquête ici. Mais ce serait intellectuellement malhonnête. Parce que deux choses peuvent être vraies en même temps. 1. Le récit moderne de la destruction de preuves par la Smithsonian? Manifestement faux. Cela a commencé comme une satire en 2014. C'est traçable. C'est documenté. Il n'y a pas de procès. Pas d'aveu. Cette partie spécifique est un canular vérifiable. 2. La découverte du lac de Havane en 1912? Ça, c'était réel. Les frères Peterson ont vraiment fouillé cette ferme. Le New York Times a vraiment publié l'article. Le Beloit College a vraiment été impliqué. Cette couche de l'histoire a bien eu lieu. Et voici la tension productive. Vous aviez raison de vous poser des questions. Le rejet institutionnel des revendications sur les géants était réel. La réponse d'Aleš Hrdlička en 1934 était réelle. La disparition des preuves physiques de centaines de découvertes similaires est réelle. Mais pour remettre en question, il faut d'abord savoir ce qui est réel. Et ce que la propagation virale de cet article satirique nous montre, ce n'est pas que les institutions sont fiables, c'est que notre écologie de l'information est brisée. Car ce ne sont pas seulement les adeptes de l'histoire alternative qui sont tombés dans le panneau. C'étaient des gens intelligents, instruits, sceptiques, des gens qui s'enorgueillissaient de tout remettre en question. L'article s'est répandu parce qu'il confirmait des soupçons préexistants. Et parce que les systèmes de médias sociaux récompensent l'engagement émotionnel plutôt que l'exactitude factuelle. L'algorithme se fiche de savoir si quelque chose est vrai. Il ne se soucie que de savoir si vous cliquez, partagez, commentez. Et l'indignation face à la suppression institutionnelle. C'est du pur carburant pour l'engagement. Voici donc la dure vérité. L'histoire des squelettes de géants est devenue moins une question d'archéologie que de la façon dont nous consommons l'information. En 1912, le défi était l'accès à l'information. Vous faisiez confiance aux journaux locaux, aux autorités académiques, aux récits de témoins oculaires parce que c'était vos seules sources. En 2026, le défi est le trop-plein d'informations. Vous avez accès à tout, mais aussi à la désinformation, à la satire déguisée en actualité, aux théories fabriquées et aux récits viraux qui se déplacent plus vite que les corrections. Et voici pourquoi cela compte pour cette enquête. Quand nous ne parvenons pas à distinguer l'article satirique de 2014 de la découverte documentée de 1912, nous perdons la capacité de poser les bonnes questions. La bonne question n'est pas « La Smithsonian a-t-elle brûlé des preuves ?» Cette affirmation spécifique vient d'une satire. Nous pouvons clore cette ligne d'enquête. La bonne question est « Qu'est-ce qui explique réellement ces découvertes squelettiques du début du XXe siècle ?»
Pourquoi les rapports contemporains décrivaient-ils des caractéristiques inhabituelles? Qu'est-il arrivé aux preuves physiques? Et pourquoi le rejet institutionnel semble-t-il si suspect à tant de gens? Ce sont des questions légitimes. Elles méritent des réponses fondées sur des preuves. Et voici ce que l'archéologie dit vraiment. Ce n'est pas de la suppression. Ce n'est pas un complot. C'est de la science forensique. C'est de la mesure. C'est la compréhension de la façon dont l'archéologie du début du XXe siècle fonctionnait avant les méthodes standardisées. C'est l'analyse de la façon dont des erreurs honnêtes, des canulars délibérés et des revendications exagérées ont créé un modèle qui semble systématique, mais qui reflète en réalité une époque spécifique de l'histoire archéologique américaine. Laissez-moi vous montrer ce que les archéologues trouvent réellement lorsqu'ils enquêtent sur ces affirmations, parce que les explications sont moins mystérieuses qu'une race géante perdue ou une destruction de preuves par la Smithsonian. Mais elles sont plus intéressantes, parce qu'elles nous montrent comment la perception devient réalité, comment la mesure devient mythe, et comment le contexte historique transforme des observations en légendes. Première explication. Erreur de mesure. Dans l'archéologie du début du XXe siècle, les méthodes d'estimation de la taille étaient rudimentaires. Ils mesuraient un fémur, appliquaient une formule de proportion et extrapolaient la taille. Le problème. Les formules étaient souvent dérivées de populations européennes modernes et appliquées à des restes squelettiques de populations autochtones américaines avec des proportions corporelles différentes. Un fémur exceptionnellement long pouvait produire une estimation de taille de 7 à 8 pieds. Mais la personne réelle pouvait mesurer 6 pieds 2 pouces avec des jambes disproportionnellement longues. Et voici le point crucial. Une fois que 7 pieds apparaît dans un rapport de journal, cela devient la vérité enregistrée. Personne ne revient pour corriger. Personne ne publie de rétractation disant « En fait, nous avons recalculé et c'était 6 pieds 3 pouces ». La revendication initiale persiste. Pour toujours. Deuxième explication, le gigantisme pathologique. C'est réel, documenté, médicalement compris. Des conditions comme l'acromégalie ou les tumeurs pituitaires peuvent amener des individus à grandir bien au-dessus de la taille moyenne. Des individus de 7 pieds ont existé. Des individus de 8 pieds ont existé, bien que rares. Mais un individu de grande taille ne prouve pas l'existence d'une race de géants. Cela prouve que la variation humaine inclut des exceptions statistiques. Si vous trouvez un squelette de 7 pieds et demi dans un tumulus, cela ne réécrit pas l'anthropologie humaine. Cela confirme que le gigantisme a existé par le passé, tout comme il existe aujourd'hui. Troisième explication, les canulars délibérés. 1869, le géant de Cardiff. Un fermier du New York découvre une statue d'homme en pierre de 10 pieds enterrée sur sa propriété. Cela devient une sensation nationale. Les gens paient 50 cents pour le voir. P.T. Barnum offre $60 000 pour l'acheter. Révélation. C'était une statue de plâtre sculptée un an plus tôt et enterrée délibérément. Pourquoi? L'argent, la gloire, le spectacle. Et ça a marché. Même après qu'il a été prouvé que c'était un faux, les gens payaient encore pour le voir. Cela a établi un précédent. Si les canulars sur les géants génèrent de l'argent et de l'attention, combien d'autres ont été fabriqués durant la même période? Les fouilleurs locaux trouvant des os inhabituellement grands s'avèrent que les journaux paieraient pour des histoires sensationnelles. Les institutions académiques obtiendraient des financements pour enquêter. Les musées locaux attireraient des visiteurs. L'incitation à exagérer ou à fabriquer de toutes pièces était substantielle. Quatrième explication, des ossements mal identifiés. Les fémurs de mastodontes ressemblent remarquablement à des os humains pour un œil non averti. Les os d'ours, en particulier les humérus et les fémurs, peuvent être confondus avec des restes humains lorsqu'ils sont fragmentés ou dégradés. Dans l'archéologie du début du XXe siècle, avant les analyses médico-légales détaillées, ces erreurs d'identification étaient courantes. Un os de patte de mégafaune mesurant 3 pieds de long comparé à un fémur humain. Cela produirait des estimations de géants de 10 pieds. Et une fois rapporté, c'était rarement corrigé. Voici donc le schéma. Des mesures défectueuses produisent des estimations exagérées. Les cas authentiques de gigantisme pathologique sont sensationnalisés. Les canulars délibérés génèrent du profit. Des ossements de mégafaune sont identifiés à tort comme humains. Chacune de ces explications est documentée. Chacune a un précédent. Ensemble, elles expliquent la vaste majorité des revendications de squelettes géants de 1850 à 1930. Mais voici pourquoi le rejet institutionnel a semblé suspect. Parce qu'il a été rapide, définitif et souvent méprisant. En 1934,
Aleš Hrdlička n'a pas seulement réfuté les revendications de géants, il les a ridiculisées. Il a écarté les témoignages oculaires. Il a qualifié les croyants d'illusionnés ou de dupes. Pour les personnes qui avaient vu ces découvertes, ou dont les familles avaient transmis des histoires, ou qui faisaient confiance aux rapports des journaux locaux, ce rejet institutionnel ressemblait moins à de la science qu'à de l'arrogance. Et voici la tension légitime. Les institutions commettent des erreurs. L'archéologie a dû se corriger de façon spectaculaire au cours du siècle dernier. Les théories sur les mound builders, bâtisseurs de tumulus, sur les populations indigènes, sur les chronologies de migration, tout a été révisé à mesure que les preuves s'accumulaient. Alors, quand les institutions disent « Faites-nous confiance, tout ça est faux », les sceptiques ont des raisons légitimes d'hésiter. Mais le scepticisme fonctionne dans les deux sens. Si vous remettez en question les récits institutionnels, vous devez aussi remettre en question les récits alternatifs, y compris les articles de satire qui renforcent vos soupçons. Car voici la révélation finale de ce segment. Vous aviez raison de poser des questions. Mais questionner signifie appliquer la même exigence de preuve à toutes les revendications. La découverte du lac de l'Avent? Réelle. Documentée. Spécifique. Nous pouvons enquêter là-dessus. Le récit sur les preuves brûlées par le Smithsonian? Faux. Traçable jusqu'à la satire de 2014. Nous devons l'écarter. Les explications archéologiques pour les revendications de géants? Vérifiables. Reproductibles. Basées sur la science médico-légale. Nous pouvons les évaluer. Et quand nous faisons cela, quand nous appliquons un scepticisme cohérent, nous découvrons que le véritable mystère n'est pas la suppression institutionnelle. C'est pourquoi tant d'entre nous veulent croire que c'est le cas. C'est la couche suivante, la psychologique. Celle qui explique pourquoi les récits de suppression sont si séduisants, pourquoi le rejet institutionnel semble suspect même lorsqu'il est justifié, et pourquoi, à une époque d'accès sans précédent à l'information, nous sommes plus confus que jamais sur ce qui est réel. Parce que l'histoire des squelettes géants ne concerne pas vraiment les squelettes. Il s'agit de confiance, d'autorité, et de ce qui se passe lorsque le contrat entre les institutions et le public est rompu. C'est l'enquête finale. Et c'est là que l'histoire devient personnelle. Pourquoi, après l'exposition des erreurs de mesure, des fraudes documentées, des explications scientifiques parfaitement raisonnables, des millions de personnes croient-elles encore que le Smithsonian a brûlé des preuves? Parce que la véritable histoire ici n'a jamais porté sur les squelettes. Elle portait sur la confiance, sur le pouvoir, et sur ce qui se passe quand les institutions qui devraient nous protéger nous donnent des raisons de douter d'elles. Et si vous pensez que le scepticisme institutionnel est de la paranoïa, laissez-moi vous montrer pourquoi ce n'est pas le cas. Parce que la vérité la plus inconfortable de toute cette histoire n'est pas que les gens sont crédules, c'est qu'ils ont raison de ne pas faire confiance aveuglément. Laissez-moi vous parler de l'étude de Tuskegee. De 1932 à 1972, le service de santé publique des États-Unis a dit à 399 hommes noirs qu'ils recevaient un traitement gratuit pour le mauvais sang. Ce n'était pas le cas. Ils étaient étudiés pendant que la syphilis détruisait leur corps, même après que la pénicilline soit devenue le traitement standard en 1947. L'institution médicale a laissé des hommes mourir, a laissé leurs femmes être infectées, a laissé leurs enfants naître avec la syphilis congénitale. Tout cela au nom de la science. 40 ans. 400 hommes. Et l'institution qui était censée les protéger les a utilisés comme cobayes. Alors, quand quelqu'un dit qu'il ne fait pas confiance aux institutions gouvernementales, il n'est pas irrationnel. Il est historiquement informé. Ou prenez le projet MKUltra. De 1953 à 1973, la CIA a mené des expériences de contrôle mental sur des citoyens américains sans leur consentement. Drogue, torture, hypnose. Dans des hôpitaux, dans des universités, dans des prisons. Et lorsque le Congrès a commencé à enquêter en 1973, le directeur de la CIA, Richard Helms, a ordonné la destruction de tous les dossiers. Il a littéralement brûlé les preuves. Donc, quand quelqu'un soupçonne qu'une institution puissante pourrait cacher quelque chose qui défie les récits officiels, il n'invente pas cette possibilité. C'est dans les archives historiques. Ou pensez au débat sur le rapatriement archéologique. Pendant des décennies, les musées occidentaux ont collecté des restes humains de communautés autochtones, les ont stockés dans des boîtes, les ont étudiés sans permission. Lorsque les communautés ont demandé le retour de leurs ancêtres, les institutions se sont battues sur le terrain juridique. Elles disaient que c'était pour le bien de la science, pour l'avancement des connaissances, pour la préservation historique. Mais pour les communautés dont les ancêtres ont été traités comme des spécimens, cela semblait différent.
Cela ressemblait à de la dissimulation. On avait l'impression que leurs histoires, leurs traditions, leurs restes mortels étaient moins importants que les priorités de la recherche institutionnelle. Alors, quand vous entendez des gens se demander si le Smithsonian aurait pu cacher des preuves de squelettes géants, parce que cela remettait en cause les récits établis sur le peuplement de l'Amérique, ils appliquent de véritables leçons historiques. Ils demandent, si des institutions l'ont déjà fait, pourquoi ne le referaient-elles pas? Et cette question, elle est tout à fait légitime, car voici ce que j'ai appris en enquêtant sur des centaines de récits contestés. La science ne supprime pas, elle corrige. Mais les corrections peuvent ressembler à un rejet lorsque vous êtes la personne corrigée. Le rejet institutionnel n'est pas nécessairement un complot, mais il n'est pas nécessairement neutre non plus. Les institutions sont composées d'humains. Des humains avec des préjugés, avec des pressions de carrière, avec des incitations à protéger les paradigmes établis. Lorsqu'Aleš Hrdlička a rejeté les revendications de race géante en 1934, il faisait peut-être de la bonne science basée sur les meilleures preuves disponibles. Mais il faisait aussi partie d'un establishment qui avait un récit préféré sur l'histoire américaine, qui avait des raisons professionnelles d'écarter les revendications défiant les consensus établis. Alors quand il a dit « ces squelettes ne prouvent pas l'existence de races géantes », il avait raison. Mais quand les communautés alternatives ont entendu « vos expériences, vos histoires orales, vos revendications sont invalides », elles n'inventaient pas ce rejet, elles le ressentaient. C'est là le fossé entre la façon dont les institutions voient le rejet et la façon dont le public le ressent. Et c'est à ce moment que ça se complique. Parce que si le scepticisme institutionnel est historiquement justifié, cela ne veut pas dire que toutes les revendications alternatives sont vraies. Laissez-moi être brutalement honnête. L'industrie des récits alternatifs a ses propres incitations, ses propres biais, ses propres escrocs. Quand quelqu'un vous vend un livre sur la dissimulation du Smithsonian, il gagne de l'argent sur votre méfiance. Quand quelqu'un crée une chaîne YouTube promettant des vérités cachées sur les géants, il gagne des vues grâce à votre curiosité. Quand quelqu'un écrit un article satirique sur le Smithsonian brûlant des squelettes, et que cet article finit par être pris pour un fait, il profite de votre biais de confirmation. De votre volonté de croire que quelqu'un, quelque part, cache quelque chose d'énorme. Voici donc la question centrale à laquelle nous devons faire face. Comment remettre en question l'autorité sans tomber dans la théorie du complot? Comment garder un scepticisme sain sans se faire exploiter par des escrocs qui retournent votre scepticisme contre vous? Comment naviguer dans un monde où tant les institutions que les récits alternatifs peuvent vous mentir? Laissez-moi vous proposer un cadre. Un ensemble d'outils que j'ai utilisés pour enquêter sur l'histoire de Lake Delavan. Des outils qui appliquent un scepticisme cohérent dans toutes les directions. Premièrement, vérifiez les sources primaires. Pas ce que quelqu'un a dit sur la preuve elle-même. L'article du New York Times du 4 mai 1912 documente la découverte de Lake Delavan. C'est réel, c'est vérifiable. Tout le monde peut le trouver dans les archives. Donc, quand quelqu'un dit « la découverte a été totalement inventée », il a tort. Mais quand quelqu'un dit « 18 squelettes de 3 mètres prouvent une race géante », il extrapole au-delà de ce que dit réellement la source primaire. Deuxièmement, remontez aux origines des affirmations. L'allégation « Le Smithsonian a brûlé des preuves » remonte à l'article satirique du World News Daily Report de 2014. Pas à des documents historiques, pas à des dossiers judiciaires, à un canular. Donc, quand quelqu'un présente cela comme un fait, vous savez qu'il n'a pas vérifié ses sources ou qu'il vous trompe délibérément. Troisièmement, évaluez les explications concurrentes. L'archéologie propose des explications vérifiables pour les récits de squelettes géants. Erreurs de mesure, gigantisme pathologique, fraude documentée, ossements mal identifiés. Ces explications sont ennuyeuses, mais elles sont testables, elles sont reproductibles. Elles reposent sur des preuves que vous pouvez examiner vous-même. Les récits alternatifs offrent des histoires passionnantes sur des races perdues et une dissimulation institutionnelle. Mais ils dépendent de preuves qui ont commodément disparu. De documents que personne ne peut plus trouver. D'affirmations qui ne peuvent être réfutées. Quelle explication nécessite le moins d'hypothèses non prouvées? Quatrièmement, acceptez l'ambiguïté. Voici ce que nous savons avec certitude. Les frères Peterson ont trouvé quelque chose d'inhabituel en mai 1912. Le New York Times l'a rapporté. Le Bellwood College a été impliqué. Aleš Hrdlička a rejeté les allégations de race géante en 1934.
Le récit moderne sur l'incinération a été lancé par une satire en 2014. Ce que nous ignorons, ce qui a été trouvé exactement. Où se trouve la collection originale? Pourquoi les archives du Bill Watt College sont incomplètes? Quelles étaient les mesures réelles par rapport à celles rapportées? Et voici ce qui est difficile à accepter. Peut-être ne le saurons-nous jamais. Peut-être que les preuves se sont réellement perdues avec le temps. Pas à cause d'un complot, mais par négligence institutionnelle, par une mauvaise tenue des registres, parce que les priorités de recherche ont changé, parce que les matériaux se sont simplement détériorés ou ont été jetés quand personne ne les jugeait importants. Parfois, la dissimulation n'est que de la négligence. Parfois, les mystères restent des mystères non pas parce que quelqu'un les cache, mais parce que le passé est désordonné et incomplet. C'est insatisfaisant. Je sais. Notre besoin psychologique de conclusion rend les récits de conspiration émotionnellement séduisants. Ils offrent des méchants clairs, des héros clairs, un chemin clair du problème à la solution. Si seulement nous pouvions forcer le Smithsonian à ouvrir ses coffres secrets, nous trouverions les réponses. Mais et s'il n'y avait pas de coffre secret? Et si la vérité était plus banale et frustrante? Et si la vraie réponse était que des gens en 1912 ont trouvé quelque chose d'inhabituel, l'ont mal mesuré, l'ont rapporté avec exagération, et qu'ensuite la preuve a été perdue parce que personne en position de pouvoir n'a jugé qu'elle valait la peine d'être conservée? Cela ne signifie pas que vous aviez tort de remettre les choses en question. Cela signifie que le questionnement vous a mené à une réponse différente de celle que vous attendiez. Et voici pourquoi c'est important. Votre instinct de remise en question de l'autorité était juste. Les institutions ont supprimé des vérités. Elles ont fait fi des preuves. Elles ont privilégié les récits qui servent leurs intérêts. Mais votre méthode de questionnement? C'est elle qui détermine si vous parvenez à la vérité ou si vous tombez dans un autre récit fabriqué. Car voici la leçon finale de ce segment. L'esprit critique ne signifie pas remettre en question le récit officiel. Cela signifie remettre en question tous les récits, y compris, et surtout, ceux qui vous disent exactement ce que vous voulez entendre. Quand quelqu'un valide votre méfiance envers les institutions sans vous donner les outils pour évaluer ses propres affirmations, il ne vous libère pas. Il vous recrute. Alors oui, remettez en question le Smithsonian. Remettez en question les établissements archéologiques. Remettez en question les récits historiques officiels. Mais remettez aussi en question le gars sur YouTube qui vous dit que les géants prouvent que l'histoire est fausse. Remettez en question l'écrivain qui vend des livres sur la dissimulation. Remettez en question l'article viral qui confirme exactement ce que vous croyez déjà. Remettez tout le monde en question. Moi aussi, d'ailleurs. Je vous ai donné des sources. Je vous ai montré comment retracer les affirmations. À vous maintenant de vérifier par vous-même. Car la véritable libération ne vient pas du fait de trouver la bonne autorité en qui avoir confiance. Elle vient du développement des outils pour évaluer les affirmations de manière indépendante. La découverte du lac de Lavant a bien eu lieu. Les preuves sont perdues. L'interprétation est contestée. L'histoire de l'incinération? Une fraude. Mais votre instinct de remise en question de l'autorité? Toujours valable. Assurez-vous simplement que le scepticisme que vous appliquez aux institutions s'applique également à ceux qui vous disent de ne pas leur faire confiance. Car en fin de compte, l'histoire des squelettes géants ne concerne pas ce qui a été enterré au Wisconsin en 1912. Elle concerne ce que nous enfouissons aujourd'hui, nos préjugés, nos besoins, notre désir de croire que quelqu'un, quelque part, nous cache la vérité. Et parfois, c'est le cas. Mais parfois, la vérité est juste plus complexe, plus banale et plus frustrante que n'importe quel complot. Accepter cela, c'est la partie difficile. Mais c'est aussi là que commence la véritable enquête. Et en archéologie, pensez à la politique de rapatriement des restes amérindiens. Pendant plus d'un siècle, les musées et les institutions académiques ont collecté des milliers de restes humains de peuples autochtones, sans consentement, sans respect. Ils appelaient cela de la science, de la préservation du savoir. Lorsque les communautés autochtones ont exigé le retour de leurs ancêtres, ces mêmes institutions les ont combattus. Elles ont soutenu que la connaissance scientifique était plus importante que la dignité humaine. Il a fallu attendre 1990 pour que la loi sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes soit adoptée. Même ainsi, des milliers de restes attendent toujours d'être rapatriés, parce que les institutions résistent, parce que les processus sont lents, parce que le pouvoir se protège lui-même. Alors quand quelqu'un dit « Je ne fais pas confiance aux institutions », elle cache la vérité. Pensez-vous que ce soit juste de la paranoïa?
Ou est-ce un apprentissage historique légitime? Votre instinct de remise en question n'est pas sorti de nulle part. Il a été acquis par des trahisons répétées, des promesses brisées, des preuves détruites, des mensonges racontés par des personnes aux références impressionnantes et aux titres respectables. Le scepticisme institutionnel n'est pas une maladie, c'est un anticorps. C'est la réponse immunitaire psychologique d'une société qui a appris, à la dure, que l'autorité n'est pas synonyme de vérité. Alors oui, questionner est légitime. Douter est sain. Exiger des preuves est nécessaire. Mais voici la partie difficile, celle qui sépare l'esprit critique de la pensée conspirationniste. Si les institutions méritent du scepticisme, les récits alternatifs en méritent aussi. Car les charlatans existent partout. La désinformation n'a pas d'allégeance politique ou idéologique. Et votre désir de croire en une vérité cachée peut être manipulé tout aussi facilement que votre confiance en l'autorité. Alors, comment naviguer dans tout ça? Comment garder un scepticisme sain sans tomber dans des théories infondées? Laissez-moi vous donner une structure. 4 questions qui peuvent être appliquées à toute affirmation contestée, peu importe qu'elle vienne d'une institution ou d'un enquêteur alternatif. Première question. L'affirmation a-t-elle des sources primaires vérifiables? Revenons à Lake Delavan. Nous l'avons fait. Le New York Times, 4 mai 1912. Vrai article, vraie découverte. Les frères Peterson, la ferme Lake Lawn, le Bellwether College supervisant le tout. Tout est vérifiable. La découverte en elle-même passe le test de la source primaire. Mais l'affirmation selon laquelle le Smithsonian a brûlé des preuves, nous l'avons retracée jusqu'au World News Daily Report de 2014. Un site satirique. Aucune source primaire. Aucun document. Aucun témoin. Échec au test de la source primaire. Deuxième question. D'où vient l'affirmation et qui en profite? Le récit de l'incinération est né d'un site qui gagne de l'argent avec des clics viraux. Chaque fois que vous partagez cet article, ils font du profit. Il n'y a pas de témoin, pas de lanceur d'alerte. Juste un auteur créant une histoire qu'il savait vouée à être partagée. Comparez cela avec de vrais lanceurs d'alerte, comme Peter Buxton qui a exposé Tuskegee. Il a risqué sa carrière. Il n'a pas gagné d'argent. Il était motivé par sa conscience morale. Une énorme différence dans les motivations. Troisième question. Existe-t-il des explications concurrentes et comment se comparent-elles? Pour les squelettes de Lake Delavan, nous avons de multiples explications. Erreur de mesure dans l'archéologie du début du XXe siècle. Gigantisme pathologique dans des cas rares. Fraude délibérée comme le précédent du géant de Cardiff. Identification erronée d'ossements de mégafaune. Chacune d'elles a des preuves à l'appui. Chacune explique les données observées. Chacune est plus simple qu'une conspiration massive s'étendant sur des décennies et impliquant des milliers d'archéologues dans un silence coordonné. Le rasoir d'Occam n'est pas parfait, mais il est utile. L'explication la plus simple qui correspond aux preuves est généralement la bonne. Et quatrième question. Puis-je vivre avec l'ambiguïté? Voici la vérité la plus difficile. Toutes les questions n'ont pas de réponse claire. Tous les mystères n'ont pas de résolution satisfaisante. Parfois, les preuves ont été perdues. Parfois, les registres sont incomplets. Parfois, l'histoire est simplement confuse. Les squelettes de Lake Delavan ont été découverts. C'est un fait. Qu'étaient-ils exactement? C'est incertain. Où sont-ils allés? Perdus dans le temps. Était-ce une suppression délibérée ou juste le chaos inévitable des archives archéologiques d'il y a un siècle? Impossible de prouver l'une ou l'autre thèse définitivement. Et vivre avec cette ambiguïté, c'est de la maturité intellectuelle. C'est la différence entre chercher la vérité et chercher la certitude. La vérité peut être complexe. La certitude est souvent illusoire. Mais voici ce que je sais avec certitude. Tuskegee a eu lieu. MK Ultra a eu lieu. Le rapatriement autochtone a été refusé pendant des décennies. Donc, votre instinct de remettre en question l'autorité n'est pas faux. Il est calibré par l'histoire réelle. Et le World News Daily Report a créé une fraude virale en 2014. Donc, votre instinct de vérifier les sources des récits alternatifs n'est pas faux non plus. Il est essentiel. La véritable compétence n'est pas de choisir quel récit croire. C'est d'apprendre à évaluer les preuves indépendamment de qui les présente. De penser de manière critique aux affirmations officielles et alternatives. D'exiger le même niveau de preuve de la part de tous. Car au final,
L'histoire des squelettes géants de 1912 ne consiste pas à savoir si les géants ont existé. Elle porte sur quelque chose de plus fondamental. Notre droit de questionner, notre responsabilité de vérifier, notre capacité à penser par nous-mêmes. Le Smithsonian n'a pas brûlé de preuves. Mais comprendre pourquoi des millions de personnes ont cru qu'ils l'avaient fait, c'est là la véritable découverte. Nous avons découvert que le scepticisme institutionnel est une réponse rationnelle aux trahisons historiques. Nous avons découvert que les récits alternatifs peuvent être tout aussi manipulateurs que la propagande officielle. Nous avons découvert que l'esprit critique signifie tout remettre en question, y compris nos propres croyances. Et nous avons découvert que vous n'avez pas besoin de choisir entre faire confiance aveuglément à l'autorité ou embrasser chaque théorie du complot. Il existe une troisième voie. Elle est plus difficile. Elle est moins satisfaisante émotionnellement. Mais c'est la seule qui mène à la vérité. Cette voie est celle de l'esprit critique. La vérification des sources, l'évaluation des preuves, la volonté de changer d'avis lorsque de nouvelles données apparaissent, et le courage de dire « je ne sais pas » lorsque les preuves sont insuffisantes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que la vérité est cachée, posez ces questions. Cachée par qui? Selon qui? Et comment je le sais? S'ils peuvent répondre avec des sources vérifiables, un contexte clair et des preuves solides, cela vaut la peine d'enquêter. S'ils pointent simplement l'absence de preuves comme preuve d'un complot, vous êtes en train d'être manipulé. Car l'absence de preuve n'est pas une preuve. C'est juste une absence. Et combler ce vide avec une certitude non vérifiée, ce n'est pas une découverte. C'est de la fantaisie. Mais questionner, enquêter, vérifier, c'est ça la véritable libération. Pas du contrôle institutionnel, mais de quelque chose de plus insidieux, du contrôle sur votre propre pensée. Personne ne peut vous contrôler si vous savez évaluer les preuves. Aucun récit ne peut vous piéger si vous exigez des sources vérifiables. Aucune autorité ne peut vous intimider si vous comprenez que les titres ne sont pas synonymes de vérité absolue. C'est la véritable indépendance intellectuelle. Et c'est ce que cette chaîne est là pour construire. Je n'enquête pas sur des mystères pour prouver des complots. J'enquête pour montrer comment penser, pour démontrer comment remonter aux sources, pour enseigner comment naviguer à travers des récits contestés sans perdre votre esprit critique. Car le monde est rempli d'histoires concurrentes, des institutions qui revendiquent l'autorité, des alternatives qui promettent une vérité cachée. Et au milieu, il y a vous, essayant de discerner le vrai du faux. Je ne peux pas vous donner toutes les réponses, mais je peux vous donner les outils pour les trouver vous-même. C'est là le véritable pouvoir. Non pas de connaître toute la vérité, mais de savoir la chercher. Comment la tester? Comment la conserver une fois trouvée et l'abandonner lorsqu'elle est réfutée? Les frères Peterson ont déterré quelque chose dans le Wisconsin en mai 1912. C'était inhabituel, c'était documenté, et cela a disparu dans les archives confuses de l'archéologie du début du XXe siècle. Ils n'ont pas déterré un complot, ils ont déterré un mystère. Et les mystères n'ont pas besoin de complot pour être intrigants. Ils ont juste besoin d'une curiosité honnête et d'une enquête rigoureuse. Alors si vous êtes prêt à enquêter sur d'autres mystères comme celui-ci, si vous voulez apprendre à réfléchir de manière critique face à des affirmations contestées, si vous pensez que la vérité mérite mieux que de simples croyances, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car chaque semaine, j'apporte un autre mystère, une autre énigme, une autre allégation contestée. Et ensemble, nous remontons aux sources. Nous évaluons les preuves. Et nous nous approchons aussi près de la vérité que les preuves disponibles le permettent. Ce ne sera pas toujours satisfaisant, ce ne sera pas toujours ce que vous attendiez, mais ce sera toujours honnête, ce sera toujours fondé sur des preuves. Et cela respectera toujours votre intelligence en vous montrant le travail, plutôt que simplement vous donner les réponses. Vous n'avez pas besoin d'un autre gourou pour vous dire quoi penser. Vous avez besoin d'outils pour penser par vous-même, et je promets de vous les fournir, chaque semaine, chaque vidéo, chaque enquête. Le prochain mystère est déjà en préparation. Une autre découverte supprimée, un autre récit contesté, une autre occasion de pratiquer la pensée critique en direct. Cliquez sur s'abonner. Activez les notifications. Et préparez-vous à tout remettre en question, y compris ce que je vous montre. Car en fin de compte, la véritable découverte n'est pas ce qui est arrivé au squelette géant du lac de Lavin en 1912. C'est ce que vous avez compris sur la façon de penser. Comment questionner? Comment vérifier? Le Smithsonian n'a pas brûlé les preuves. Mais comprendre pourquoi tant de gens croient qu'ils l'ont fait, voilà la véritable découverte. Et elle change tout.